Bon, imaginez un peu la scène, il est tard, appartement lambda, et là, toc toc toc, on frappe à la porte. Qui ça peut bien être à cette heure? C'est un peu avec cette question qu'on va plonger aujourd'hui dans une histoire assez courte, mais vraiment troublante. Elle est tirée de La femme évanescente, une supplique spectrale. Alors voilà, notre source, c'est cet extrait. L'histoire d'une rencontre, ou plutôt de plusieurs rencontres, qui défient un peu la logique ordinaire, quoi. Ça commence par un geste de compassion, puis ça glisse petit à petit vers le bizarre, le surnaturel même. Notre but ici, c'est de décortiquer ça ensemble, regarder les détails, voir comment cette répétition s'installe, et peut-être réfléchir à ce que ça signifie plus profondément. Ok, alors, on déballe ça, on commence par le début, la première nuit, la première rencontre. Le décor est planté. On a un jeune homme, seul dans son appartement, rien d'anormal. Jusqu'à ce coup, à la porte, tard, il ouvre. Et là, devant lui, une femme. On nous la décrit comme timide, presque, effacée. Pas menaçante, non, mais bon, sa présence, à cette heure-là, c'est déjà étrange. Et ce qu'elle demande est inattendu. Elle cherche un endroit où passer la nuit. Refuge. Son explication est directe et dramatique. Elle dit qu'elle fuit un conjoint violent. Et pour appuyer ça, elle ajoute qu'elle a prévenu sa famille. Ils doivent venir la chercher le matin. Une histoire qui, malheureusement, semble plausible. Un appel à l'aide. Face à ça, la réaction du jeune homme, c'est l'empathie, tout simplement. Il ne pose pas 1000 questions, il ne juge pas. Il lui offre le canapé, une couverture. Un geste humain, quoi. Une réponse à ce qui ressemble à une urgence. Simple, directe. Jusque-là, on est dans le drame social presque banal, hélas, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et la situation de départ est très ancrée dans une réalité qu'on connaît bien. La violence conjugale, c'est une raison malheureusement crédible pour chercher de l'aide comme ça, en pleine nuit. Et ce qui est intéressant, c'est la réaction du jeune homme. Compassion immédiate. Pas de méfiance, du moins au début. Il accepte l'histoire telle qu'elle. Exactement. Mais alors, c'est le lendemain matin que ça commence à déraper un peu par rapport à cette normalité tragique. La femme est partie, avant qu'il se réveille. Pas un mot, rien. Sauf un détail qui accroche. La couverture qui lui avait passé, elle est bien là, sur le canapé, mais elle est pliée, méticuleusement. C'est quand même curieux ce soin pour quelqu'un qui a fui dans l'urgence et qui attend sa famille, non? Ah oui, ce détail de la couverture pliée, il est fascinant, dès le début. Il introduit une sorte de dissonance, en fait. D'un côté, on a la panique, la fuite, la violence sous-entendue. Et de l'autre, ce geste presque cérémonieux, de rangement, de respect pour l'hôte, c'est un premier indice, très subtil, que quelque chose ne colle pas tout à fait, que la situation est peut-être plus complexe. Ça instille un doute, une petite étrangeté. C'est vrai que ça jure un peu, presque trop net pour la situation qu'elle a décrite. On pourrait presque croire à une mise en scène. Est-ce que ce détail, il ne nous met pas déjà sur une autre piste, sans qu'on s'en rende compte? C'est une lecture intéressante, oui. Artificielle, peut-être pas au sens de tromperie, mais plutôt comme un signe qui échappe un peu à la logique du drame humain qu'elle a raconté. Ça pourrait appartenir à une autre logique, une autre nature d'événement. Ce geste soigné, ça peut être un fragment d'habitude qui persiste, oui, ou, comme vous dites, un signal de l'étrangeté de la rencontre. Ça nous prépare en quelque sorte à ce que l'explication simple ne soit pas suffisante. Et la suite va le confirmer, cette impression d'étrangeté qui monte. Parce que ça ne s'arrête pas là. Le soir suivant, même heure, même scénario, toc, toc, toc. C'est encore elle. La même femme, toujours timide, mais là, il y a une différence terrible. Absolument. Cette fois, l'horreur n'est plus seulement racontée, elle est visible. La femme porte des marques, des coups sur le visage. C'est une escalade très nette. La première nuit, c'était le récit de la détresse. La seconde, c'est la preuve physique de la violence. L'impact sur le jeune homme, forcément, n'est plus le même. La demande reste la même, l'asile, pour échapper à la menace. Ce qui est vraiment saisissant ici, c'est cette gradation dans la manifestation de la souffrance. Le récit insiste sur le visuel. Ça rend la détresse plus tangible, plus difficile à ignorer. Face à ces blessures, le jeune homme se sent sûrement encore plus obligé d'aider. Refuser devient presque impossible moralement, même si l'étrangeté de la répétition doit commencer à le travailler.
Il lui ouvre à nouveau sa porte. On imagine son trouble, oui. La compassion est toujours là, mais elle doit commencer à se mêler d'inquiétude. Pas seulement à cause des blessures, mais ce retour improbable. Pourquoi revenir chez lui 4 jours? Pourquoi cette boucle? Et le lendemain matin, rebelote, elle a disparu. Le texte laisse entendre que la couverture est à nouveau pliée, ce qui renforce ce côté ritualisé, complètement déroutant. Et ça continue, toute la semaine. C'est cette répétition qui est vraiment la clé. C'est elle qui fait monter l'angoisse et qui fait basculer l'histoire. Un événement unique, bon, ça peut être une exception. Mais quand ça se répète, l'exceptionnel devient une règle aberrante. Et d'ailleurs, dans l'analyse narrative, ou même en psycho, la répétition, c'est souvent lié à un trauma. Quelque chose de non résolu qui rejoue en boucle, un peu comme un disque rayé de la souffrance. Pour le jeune homme, ça devient intenable. Le rationnel ne suffit plus. Tout à fait. La compassion du début, elle doit céder la place à une forme de peur, peut-être. Ou au moins une perplexité immense. Il n'est plus juste le bon samaritain face à une urgence. Il est l'hôte involontaire d'un truc qui le dépasse complètement. Un mystère qui s'invite chez lui, nuit après nuit. Son appart, son refuge à lui, devient le théâtre de ce drame répétitif, inexplicable. Et cette accumulation d'étrangeté, le poids de ce secret nocturne, et puis l'impuissance à comprendre ou à agir, ça le pousse à chercher de l'aide ailleurs. Sa démarche est logique. Il va voir les autorités. Il décide d'aller au poste de police, raconter cette histoire de fou. C'est une tentative de reprendre un peu le contrôle, de partager ce fardeau, et peut-être d'obtenir une explication, une intervention. C'est un moment charnière, oui, parce qu'il sort l'histoire de l'appartement, de l'intime, pour la confronter au monde extérieur, à l'institution, au poste donc. Il raconte. On imagine son état d'esprit en racontant ça. Est-ce qu'on va le croire? Et l'agent de police, lui, il écoute. Et visiblement, il ne le prend pas pour un fou. Quelque chose dans le récit fait tilt. Et l'étape suivante est décisive. L'agent sort une photo, un portrait. Et là, le choc. Le jeune homme reconnaît la femme, immédiatement. La femme timide, la femme battue, celle qui pliait la couverture. C'est elle, aucun doute possible. Et c'est là que la police lui donne la clé de l'énigme. Une clé terrible qui fait tout basculer. Ils lui apprennent que cette femme, elle est morte. Assassinée. Battue à mort par son conjoint. Et le détail le plus glaçant, ça s'est passé dans l'appartement où elle vivait. Quelque temps auparavant. Là, c'est le point de non-retour du récit. On quitte définitivement le drame social, même un peu mystérieux, pour entrer de plein pied dans le surnaturel. Et chaque détail des nuits précédentes prend un sens nouveau. La timidité devient peut-être celle d'un fantôme, les marques de violence un stigmate d'outre-tombe, la fuite une quête sans fin de refuge, la disparition matinale une évanescence spectrale. Ce n'était pas une femme vivante qui cherchait de l'aide, c'était l'écho persistant d'une victime. La révélation est brutale. Alors, comment on interprète ça? Une âme en peine, littéralement? Un fantôme coincé qui rejoue sa dernière nuit, sa dernière quête d'aide encore et encore? C'est l'interprétation la plus directe, mais est-ce que c'est si simple? C'est là que le récit est fort, je trouve. Il ne se contente pas d'être une simple histoire de fantôme pour faire frissonner, il mélange de manière indissociable le surnaturel et une réalité sociale tragique, trop réelle, la violence conjugale. L'apparition, si on accepte cette lecture, elle n'est pas décrite comme agressive ou vengereuse, comme souvent dans les histoires de fantômes. Elle semble plutôt, prisonnière d'une boucle traumatique. Elle rejoue sa dernière tentative, sa demande d'asile. Elle est définie par sa vulnérabilité, son besoin d'aide non satisfait. Et la couverture, alors, ce détail si concret, si incongru, comment il s'intègre là-dedans? Si c'est une boucle traumatique, un écho, pourquoi ce geste d'ordre presque de remerciement? Ça ne contredit pas un peu l'idée d'une pure répétition mécanique du trauma? Excellente question. Ça montre bien la richesse ambiguë de l'histoire. On peut voir ce geste de plusieurs façons, qui ne s'excluent pas forcément. D'un côté, ça peut symboliser la persistance de l'humanité de la victime, au-delà de la mort et du trauma. Un reste de ses habitudes, de sa personnalité, de sa dignité, qui refuse d'être totalement écrasé par la violence. Ça rendrait l'entité moins mécanique, plus proche d'une conscience brisée. D'un autre côté, comme on disait, ce détail peut aussi juste servir à accentuer l'étrangeté. Le côté autre de l'apparition. Un fantôme qui interagit physiquement et de manière si ordonnée, c'est déstabilisant.
Ça crée un contraste fort avec l'image de la victime blessée, désemparée. Ça nous interroge sur la nature même de ces manifestations. Simple enregistrement d'énergie, ou y a-t-il une forme d'intention, même limitée? Le récit ne tranche pas vraiment, il laisse une part de mystère. C'est là que ça devient vraiment intéressant. L'histoire utilise le fantôme pas juste pour le frisson, mais comme une loupe sur une tragédie humaine. Le surnaturel devient une sorte de langage pour dire ce qui est difficile à dire autrement. La persistance de la souffrance au-delà de la mort. Le fantôme n'est pas tant là pour nous faire peur que pour nous interpeller sur la réalité qu'il représente. Précisément, c'est une métaphore puissante du trauma non résolu. La demande d'aide, qui n'a peut-être pas eu la bonne réponse de son vivant, eh bien, elle continue de se manifester, de frapper aux portes. Le fantôme incarne cette supplique qui refuse le silence, qui hante, non pas par méchanceté, mais par nécessité. C'est l'écho d'une vie brisée, qui cherche désespérément une forme de résolution ou peut-être juste à être reconnue dans sa souffrance. La boucle, la répétition, symbolise l'impossibilité d'échapper au cycle de la violence, même après la mort. Et le rôle du jeune homme dans tout ça? Pourquoi lui? Juste le hasard de l'adresse ou est-ce que sa compassion du début joue un rôle? Le fait qu'il ouvre la porte, qu'il offre refuge sans juger, même quand ça devient bizarre, est-ce que ça a une signification particulière? C'est un point important, oui. Le récit ne le dit pas clairement, mais on peut penser que c'est justement la compassion du jeune homme qui permet à la manifestation de s'accrocher ou de se répéter. Peut-être que son empathie ouvre une brèche, un espace où la supplique peut être entendue, même spectralement, contrairement peut-être à d'autres qui auraient refusé ou jugé. Lui, il offre une écoute, une présence. Il devient, sans le vouloir, le témoin de cette tragédie post-mortem.